Merci. Bien, bonjour à tous. Alors, sans transition, on rebascule en France. Donc, en fait, là, les résultats que je vais vous présenter portent sur des travaux de thèse et plus spécialement sur l'évaluation de la mise en place de systèmes de production un peu alternatifs par rapport aux grandes tendances du développement agricole en France. Je reviendrai un peu plus dans le détail là-dessus durant l'exposé. L'idée étant ici de présenter les principaux traits de ces aspects méthodologiques d'évaluation économique qui ambitionnent de ne pas s'arrêter à la seule mesure des effets des changements de pratiques agricoles à l'échelle des exploitations, mais d'essayer d'aller au-delà et de mesurer les effets que peuvent avoir ces modifications, ces changements techniques à l'échelle de l'économie d'une collectivité plus large, et par exemple ici de la collectivité nationale, et d'en dresser aussi le bilan en termes d'emploi. Donc le cas qui est étudié ici a trait à l'élevage bovin laitier dans l'ouest français, qui, à l'instar de toute l'agriculture française, a connu depuis les années 50 une évolution centrée sur l'accroissement de la productivité physique du travail, c'est-à-dire à la fois une progression très conséquente de la production par hectare, en s'appuyant à la fois sur de la sélection génétique, sur un recours accru aux intrants, donc à laquelle les espèces animales et végétales étaient en mesure de répondre grâce à un accroissement des rendements. Et puis, face à ça aussi, à une évolution des équipements qui a permis à chaque agriculteur de prendre en charge une surface agricole de plus en plus importante. Donc, ce très fort accroissement de la production par actif agricole depuis les années 50, il est allé de pair avec des évolutions économiques qui sont un peu plus contrastées, c'est-à-dire une évolution à l'échelle de la ferme France, hein, si on regarde toute la branche agricole, qui est plutôt favorable en termes de création de richesses jusqu'au milieu des années 70 et qui a tendance à se dégrader depuis 1973. C'est-à-dire que depuis cette période, l'accroissement de la productivité physique du travail, l'accroissement de la production agricole ne s'accompagne plus d'une progression de la création de richesses agricoles. Et in fine, eh bien, les agriculteurs maintiennent leurs revenus en accroissant la surface qu'ils cultivent et qu'ils utilisent, avec appui des subventions également. Alors, à rebours de cette tendance à une incorporation de plus en plus importante de consommation intermédiaire et de dépenses dans les équipements et dans les bâtiments par unité produite, on a des petits noyaux d'éleveurs qui ont développé des systèmes qualifiés d'herbager économes. On reviendra un peu sur cet aspect-là tout à l'heure, et qui proposent, en fait, qui ont cherché depuis 20, 30 pour certains, dès la toute fin des années 50, d'essayer de développer des pratiques agricoles qui, à l'inverse, sont un peu moins dépendantes de ces consommations intermédiaires, d'où l'adjectif économe. Et l'idée, c'était d'une part de mieux comprendre quelles sont les bases de fonctionnement de ces systèmes, en quoi est-ce qu'ils se distinguent de ce qui a été mis en place par la majorité des agriculteurs dans le Grand Ouest français, et puis aussi d'essayer de voir, au-delà du fonctionnement technique de ces systèmes et des effets économiques pour les agriculteurs, ce que ça pouvait donner à une échelle plus large. Alors, la première étape de ces travaux, ça a été la réalisation d'un diagnostic agraire, donc étude de système agraire dans une petite région du centre-ouest français, le bocage vendéen, qui a été retenu aussi parce que les conditions pédoclimatiques rendaient a priori le recours accru au pâturage qui caractérise ces systèmes herbagers économes un petit peu moins aisé. Et donc ce diagnostic, il a permis d'une part de reconstituer les dynamiques agraires de cette région, de replacer le développement de ces systèmes herbagers au sein de ce développement agricole. Donc dans cette région, c'est une vingtaine d'années à peu près que des éleveurs mettent en place ces systèmes-là. Et puis un deuxième temps de ce diagnostic agraire, c'était, une fois identifiés les différents systèmes en présence,
ceux qui reposent plus largement sur le maïs fourrage et ceux à l'inverse qu'on qualifie d'herbagés et qui reposent plutôt sur du pâturage de prairies temporaires associées en graminées et légumineuses, et bien d'essayer de mieux caractériser leur fonctionnement technique et de modéliser leurs résultats économiques. Alors, ce qui ressort de cette première phase des travaux, c'est une logique économique qui est assez radicalement différente, dans la mesure où, si on compare à l'hectare un certain nombre d'indicateurs que sont le produit brut, la valeur ajoutée nette et le revenu avec ou sans subvention, qui caractérisent des systèmes qui prédominent assez largement dans la région et qui reposent très, très largement dans l'alimentation du troupeau sur l'ensilage de maïs et son complément azoté, le tourteau de soja, eh bien on constate qu'on a atteint un niveau de produit brut à l'hectare qui est élevé, mais que ce produit brut, il est grévé ensuite par des niveaux de consommation, que ce soit consommation intermédiaire ou dépenses dans les équipements et dans les bâtiments, qui est très conséquent, et donc qui réduit très fortement ce produit brut pour dégager une valeur ajoutée nette qui est assez réduite et qui correspond assez bien aux évolutions générales à l'échelle de la France qu'on observait tout à l'heure. Alors à l'inverse, ces systèmes herbagés dégagent à l'hectare un produit brut qui est un peu plus faible, qui est très centré sur la production de lait et puis la production de viande qui lui est directement connectée. Et par contre, ce qu'on constate, c'est que bien, les niveaux de valeur ajoutée nette qui sont atteints à l'hectare sont très nettement supérieurs, et ce, grâce à une très forte contraction au regard des autres systèmes de production de la région, très forte contraction de l'ensemble des postes des dépenses, et notamment tout ce qui a trait aux frais pour les cultures, que ce soit culture céréalière ou fourrage, et tout ce qui a trait aussi aux aliments et dépréciation de capital fixe. Donc des systèmes qui permettent de réduire très fortement l'érosion entre produits bruts et valeur ajoutée, qui en ce sens sont intensifs en termes de création de richesses et qui permettent, malgré des soutiens à l'hectare qui sont nettement moindres, de dégager des revenus à l'hectare sensiblement plus élevés que ceux des exploitations voisines. Donc c'est ce qui explique que des agriculteurs dans cette région se soient maintenus grâce à ces changements techniques sur des surfaces qui sont nettement plus modestes. On est plutôt entre 30 et 40 hectares par actif, contre 45 à 55 hectares pour des systèmes qui ne font plus, où le troupeau ne pâture plus qu'au printemps et où l'alimentation repose sinon le reste de l'année très largement sur du maïs fourrage. Alors au-delà de ces résultats qui indiquent à la fois une possibilité de maintien d'actifs agricoles sur des surfaces plus faibles en dégageant un revenu équivalent à ceux des autres éleveurs, et donc qui laisse entrevoir une possibilité de maintenir davantage d'actifs agricoles, se poser la question des effets de ces fonctionnements techniques et de ces résultats économiques très différents, très contrastés à l'échelle de l'ensemble des agents économiques de la collectivité nationale. C'est-à-dire que le fait d'être un peu plus économe dans ses pratiques, quelque part implique de faire peut-être moins travailler l'amont et donc de limiter les transferts de valeur ajoutée en direction de ces agents économiques-là. Et puis le fait d'être aussi un petit peu moins productif peut conduire à une réduction des créations de valeur ajoutée en aval dans les secteurs de collecte et de transformation des denrées agricoles. Donc des effets économiques qui dépassent très largement les frontières de l'exploitation et qui, pour essayer de mesurer l'impact global de ces changements de système et essayer de voir s'ils sont ou non intéressants du point de vue de la collectivité et du développement économique national, nécessitaient de changer d'échelle d'analyse et d'essayer de mesurer l'ensemble de ces effets amont et aval pour dresser un bilan plus complet. Alors à cette fin ont été utilisées des méthodes d'évaluation de projets de développement agricole, c'est-à-dire que ces changements assez localisés au sein des exploitations peuvent être envisagés comme
une forme de micro-projet de développement agricole et en ce sens peuvent être analysés au travers de ces méthodes qui ont été assez largement développées dans les années 60 à 80 et qui étaient portées aussi bien par des instituts de développement international que par exemple par le commissariat au plan en France. Alors, quelques éléments vraiment de base qui ont trait à ces méthodes d'évaluation économique de projet, quelques principes essentiels. C'est d'une part le fait de comparer deux scénarios. Donc, on essaie de voir l'impact qu'a eu tel ou tel changement ici de pratique agricole, en reconstituant d'une part le scénario de ce qui s'est passé, de ce qui a été mis en œuvre par les agriculteurs pour parvenir à ces systèmes-là aujourd'hui, et puis en comparant ces évolutions, non pas à la situation initiale, mais à ce que seraient devenues ces exploitations si elles n'avaient pas opté pour cette option-là de changement technique. Donc c'est là que tout le diagnostic agraire qui a été réalisé en amont prend tout son sens, dans la mesure où c'est bien la compréhension des dynamiques agraires dans la région et la caractérisation de la différenciation des systèmes de production qui permet de reconstituer ces trajectoires, c'est-à-dire de revenir au système de production ici à la fin des années 80 qui était en présence et d'essayer de voir comment est-ce qu'ils ont évolué en passant au système herbagé et puis ce que sont devenus sinon de façon très majoritaire ces exploitations en restant inscrites dans les voies prédominantes de développement agricole de la région. Alors une deuxième étape, c'est le choix d'un échantillon. Donc ici, celui qui a été retenu, c'est celui du Gradel. C'est une association, un petit groupe d'éleveurs qui est implanté au nord du bocage vendéen, qui a commencé à mettre en place des changements de pratiques et à développer petit à petit des systèmes herbagés économes depuis le tout début des années 90, d'où le choix du pas de temps de l'évaluation, donc conduite sur 20 ans, entre 90 et 2009. Et puis, on peut aussi choisir l'échelle de la collectivité qu'on souhaite se donner, qui peut être aussi bien communale que départementale, régionale, et ici nationale, avec aussi derrière l'idée de comparer un peu l'impact que tout ça peut avoir du point de vue du budget de l'État et en termes d'allocation, notamment des subventions. Et puis le dernier temps, c'est le choix un peu plus précis d'une méthode d'évaluation. Alors les résultats qui sont présentés ici relèvent de deux grandes familles de méthodes. D'une part, la méthode au prix de référence, donc qui a pour finalité de mesurer l'impact d'un projet de développement agricole ici, de changement de pratique en termes de contribution ou non à la création de revenus national net. Et puis une autre méthode, donc méthode des effets, qui est un peu plus franco-française et qui, elle, s'intéresse non seulement aux effets en termes de création de revenus national net, mais aussi à la nouvelle répartition des revenus, de ce revenu, ce différentiel de création de revenus qui est lié à la mise en place du projet. Et donc d'essayer de voir derrière qui a bénéficié, quelle catégorie d'agents économiques a bénéficié ou a été pénalisé par la mise en place de tel ou tel projet. Alors, si on s'intéresse un peu plus précisément à notre échantillon, donc on part de 6 exploitations à la toute fin des années 80, donc qui à l'époque mettent en œuvre des systèmes où l'alimentation du troupeau repose largement sur le maïs fourrage. Et puis vous le voyez avec un assolement où près de 80% de la surface est cultivée en rotation maïs, blé, Régrade Italie, et puis 20% à part de prairies temporaires qui sont donc ressemées les unes à la suite des autres et qui sont dédiées essentiellement au pâturage du troupeau, limité seulement au printemps. Donc à l'époque, ces 6 exploitations, elles emploient 11 actifs, et donc avec un quota d'1 340 000 litres. Alors pour mieux comprendre la façon dont on procède pour essayer de reconstruire les scénarios d'évolution de ce groupe, on peut regarder ce qui s'est passé pour un des systèmes de production identifiés dans cet échantillon de départ, donc d'essayer pour un des 6 systèmes présents dans l'échantillon initial
de voir comment est-ce que celui-ci a évolué sur cette période. Alors d'une part, en restant inscrit dans la trajectoire prédominante de développement agricole de la région, qui est notre trajectoire témoin, et où ce type d'exploitation occupant 3 actifs à la fin des années 80 sur 60 à 90 hectares, eh bien c'est maintenu dans l'ensemble. La majorité de ce type d'exploitation-là s'est maintenue, moyennant un agrandissement conséquent, puisque pour continuer à employer les 3 actifs en question, on est passé à 120 à 150 hectares. Avec derrière, on est sous régime de quota laitier, donc globalement une production de lait par hectare de surface agricole utile qui est restée semblable, mais où les gains de rendement à l'hectare, que ce soit sur les cultures ou en termes de rendement laitier, ont été mis à profit pour réduire la part de cette surface agricole utile qui était dédiée à l'alimentation du troupeau et pour consacrer cette surface supplémentaire d'une part à l'engraissement de taurillons et d'autre part à des cultures céréalières. Alors, en parallèle de ces grandes tendances, on a plutôt un renforcement de la place de l'ensilage de maïs dans l'alimentation du troupeau. Un pâturage qui est toujours maintenu au printemps et puis des rotations qui ont tendance plutôt à se raccourcir et à être de moins en moins diversifiées avec l'apparition de rotations du type maïs blé-blé. Donc on reste dans les mêmes grandes tendances et avec derrière aussi un recours aux intrants chimiques et aux pesticides qui reste tout à fait conséquent. Si on regarde ce qui s'est passé, ce que sont devenus ce type d'exploitation-là quand elles ont mis en œuvre un système herbager économe, on constate qu'on a eu des évolutions à la fois techniques et structurelles qui sont assez radicalement différentes. D'une part, avec un bouleversement du calendrier fourrager, une place beaucoup plus importante accordée au pâturage. En outre, de pâturage de prairies temporaires qui cette fois sont d'association. La nature des prairies temporaires a aussi été modifiée, associant graminées et légumineuses qui sont conduites sans engrais azotés de synthèse. Et puis l'évolution de cette alimentation du troupeau, avec une place bien moindre des fourrages stockés et notamment du maïs fourrage, elle s'est accompagnée aussi d'un bouleversement des systèmes de culture, avec désormais des rotations qui intègrent prairies temporaires et cultures annuelles, et des rotations qui sont conduites sur 8 à 10 ans. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que en fait, ces changements techniques, ils ont été mis à profit pour quand même continuer à produire une quantité de lait qui est conséquente, c'est-à-dire que ce type d'exploitation parvient à produire autant de lait par hectare de surface agricole utile que celles qui sont restées dans le grand mouvement prédominant dans la région. En revanche, c'est au prix de l'utilisation de l'ensemble de la surface pour cette production laitière et dans une certaine mesure pour produire un peu de viande bovine et notamment engraisser des bœufs. Donc, une place des cultures annuelles qui est bien moindre, pas de céréales vendues et par contre un niveau de production laitière qui est identique. Ce qu'on constate aussi, c'est que les 3 actifs initiaux demeurent occupés sur l'exploitation, mais au prix d'un agrandissement qui est bien moindre. Et qui est moitié moins important que ce qu'on a rencontré sur les autres exploitations et qui confirme les chiffres qu'on observait au début. Alors à l'échelle du groupe d'agriculteurs, voilà ce que donnent ces évolutions. C'est-à-dire d'une part, le passage en système herbager s'est traduit du maintien de l'ensemble des emplois initiaux, avec même parfois installation d'agriculteurs supplémentaires, moyennant quand même un agrandissement de ces exploitations, mais les 6 structures initiales se sont maintenues. Et puis face à ça, on a des évolutions quand même assez différentes, c'est-à-dire que si les plus grandes exploitations ont globalement pu se maintenir en s'agrandissant dans la région, les plus petites unités de production ont pour certaines cessé leur activité. Et ce qu'on constate, c'est que dans l'échantillon de départ, il y avait notamment 2 petites unités de production qui
si elle n'avait pas eu la possibilité de mettre en place ce type de système herbager économe, n'aurait vraisemblablement pas été reprise et aurait servi à l'agrandissement accru des autres unités de production. Donc on se retrouve avec la comparaison de l'évolution du groupe entre maintien des 6 exploitations ou disparition de 2 d'entre elles pour ne plus rester qu'à 4 qui occupent aujourd'hui 9 actifs. Alors si on essaie de voir ce que tout cela donne du point de vue de l'ensemble de la collectivité nationale et pas seulement du groupe d'agriculteurs, eh bien on constate qu'il y a un certain nombre de transferts, c'est-à-dire que derrière la consommation d'une tonne de tourteaux de soja, certes, il y a une petite partie du prix payé par l'agriculteur qui va aller aux fournisseurs, qui est compris dans la collectivité nationale, mais il y a aussi une bonne partie du prix payé qui en fait va sortir de la collectivité nationale et qui sert en fait à payer les importations. Donc c'est ce qu'on retrouve en amont. Ce qu'on va retrouver aussi quelque part en aval, c'est-à-dire que dans la création de valeur ajoutée qu'on crée en aval au travers de chaque unité agricole qui est produite, il y a aussi un certain nombre de consommations, d'importations qui sont nécessaires et qu'il faut également prendre en compte quand on essaie de mesurer ces valeurs ajoutées en aval. Donc l'ensemble de ces effets-là se traduit, dépasse très largement les frontières du groupe d'agriculteurs et donc in fine, quand on essaie de mesurer à la fois les effets en amont et les effets en aval, on distingue d'une part tout ce qui va correspondre à des transferts du groupe d'agriculteurs vers les autres agents économiques qui sont compris dans la collectivité, en amont et en aval, et puis tout ce qui va relever de coûts du point de vue de cette collectivité nationale, c'est-à-dire à la fois les devises qu'il faut faire sortir pour payer les importations nécessaires au processus productif agricole, directement ou indirectement. Et puis, autre point de transfert à prendre en compte, c'est tout ce qui va aller en direction de l'État et du secteur bancaire. Alors, si on dresse le bilan, en essayant de regarder le différentiel entre nos deux trajectoires, entre les 2 scénarios appliqués à ce groupe initial, alors on constate que le passage à ces systèmes herbagés, comme on le pressentait un peu, c'est bien traduit d'une réduction d'un certain nombre de productions et de création de valeur ajoutée en aval, mais après prise en compte du coût réel du point de vue de la collectivité au travers de la décomposition qu'on regardait sur la diapo précédente. Donc diminution quand même de ce qui rapporte quelque part à la collectivité nationale, mais aussi diminution de ce qui lui coûte, c'est-à-dire tout ce qui relève en fait d'importation, ne sont conservés ici que la valeur intrinsèque des importations et de la consommation d'un certain nombre de ressources rares, type main-d'œuvre qualifiée, qui, si elles sont mobilisées dans certains secteurs, ne peuvent plus être employées dans d'autres. Alors si on fait le bilan, en fait, entre ces moindres gains pour la collectivité nationale, mais aussi ces économies de devises, ces économies de coûts, eh bien on obtient ça, c'est-à-dire un différentiel qui en fait mesure, un différentiel de valeur ajoutée nette exprimé au prix de référence, qui en fait mesure la contribution de la mise en place de ces systèmes herbagés à la création de revenus national net, et donc qui mesure l'intérêt économique pour la collectivité nationale du passage à ces systèmes herbagés. Alors ce qu'on constate, c'est qu'après une première phase de tâtonnement et de mise en place progressive de ces systèmes, on parvient au bout de quelques années à des résultats qui sont positifs et donc à des changements de pratiques agricoles qui ont contribué au développement économique national, et ce malgré des niveaux de subventions versés qui ont été moindres tout au long des années 90 et 2000, et donc qui conduit à un bilan sur ces 20 années, donc un différentiel d'environ 600 000 euros en termes de revenus national net, et autant d'économies de subventions pour l'État. Alors au-delà de ces résultats plus globaux à l'échelle de la collectivité nationale, il était intéressant d'essayer de voir l'impact en termes de répartition des revenus pour les différentes catégories d'agents économiques concernés. Et ce qu'on observe, c'est que le passage à ce type de système, certes un peu moins productif, mais très économe,
a bien permis le maintien de davantage d'emplois agricoles. On rémunère davantage le travail agricole. Il y a quand même un certain nombre de perdants dans l'histoire, que sont tout ce qui est banques et entreprises, qui voient leur activité quand même se réduire au passage et in fine les bénéfices qui leur sont transférés. Et puis la main-d'œuvre en amont et aussi en amont et en aval est aussi un peu moins mobilisée. Par contre, agent économique qui est bénéficiaire de l'opération, c'est tout ce qui est État et collectivité, c'est-à-dire que les moindres taxes qui sont perçues du fait de la réduction de ces activités amont-aval demeurent plus faibles que les économies de subvention extrêmement conséquentes qui sont liées à la mise en place de ces systèmes-là. Et si on essaie de dresser un bilan plus complet en termes de gains de revenus pour le secteur agricole et de pertes de revenus pour les salariés en amont et en aval, eh bien on constate que globalement, la mise en place de ces systèmes a quand même permis de rémunérer davantage le travail, tout secteur d'activité confondu. Dernier point, et après je conclus. C'est l'impact à l'échelle un peu plus environnementale qui mériterait d'être davantage étayé, mais qui vient renforcer et compléter le volet un peu plus, les impacts plus économiques et sociaux de ces systèmes-là. C'est la réduction drastique des consommations d'intrants potentiellement polluants qui sont mises en œuvre et auxquels la reconstitution de ces trajectoires d'évolution de façon fidèle permet d'accéder. Alors pour conclure, ce type d'outils méthodologiques à la fois d'approche systémique et de couplage d'un diagnostic agraire qui permet de comprendre finement le fonctionnement technique des systèmes de production et de méthodes d'évaluation qui ouvrent le champ vers des effets économiques plus larges permettent d'accéder à la mesure de la contribution relative de tel ou tel système de production à la création de revenus et à l'emploi, et pas seulement à l'emploi agricole. Alors, en fait, derrière les résultats et la conduite de ce type d'évaluation, ce qu'on compare aussi, c'est deux grands modes de développement agricole, l'un qui relève de l'accroissement de la productivité physique du travail et l'autre bien plus de l'accroissement de la productivité économique du travail, c'est-à-dire de l'accroissement de la création de richesses. Et donc on est sur deux paradigmes de développement agricole qui sont extrêmement différents et le second étant en opposition assez radicale par rapport aux grandes tendances du développement agricole que connaît la France depuis les années 50. Et donc derrière cet accroissement de ce système centré sur une intensification en termes de création de valeur ajoutée, on conduit à s'interroger sur à la fois le type de méthode d'évaluation qu'on utilise, c'est-à-dire que la valeur ajoutée en soi, c'est rarement un critère qui est mis en avant pour mesurer l'intérêt économique de tel ou tel système de production. Ce type de résultat permet aussi de se poser un certain nombre de questions sur les modalités de soutien public et d'appui à ce type de changement de pratique agricole.